L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. La France finance-t-elle secrètement les US dans leur guerre en Iran? CNC et aide à la presse, le scandale. Macron et Alstom, la justice à l'arrêt. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Terra Incognita, Pascal Béard, Farisme, Yann Penaud et ma chère Anissé. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider. La réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression et de DSA. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur Bribri et Mélania. Je sais que je suis aux États-Unis, un pays de liberté d'expression, mais je pense que la liberté d'expression a aussi ses règles. Brigitte Macron. Ah, la Bribri. Elle n'en rate pas une. Bribri la gaffeuse. Elle me fait penser un peu à Jack Lang qui refuse de faire la queue au cinéma parce qu'il est l'ancien ministre de la Culture, alors qu'il est visé dans l'affaire Epstein. Ils vivent vraiment sur une autre planète. Parce qu'elle se croyait où, Bribri? À l'Élysée, en compagnie de son service après-vente de journaliste de BFM? Non, elle était aux États-Unis. Et elle veut limiter la liberté d'expression, donc au pays de l'oncle Sam, de l'amendement numéro 1. Quelle riche idée! Comme je l'annonçais hier, un vrai succès auprès des Américains. L'autre, elle vient d'une famille qui vend du chocolat à Amiens. Elle nous coûte un blé dingue alors qu'elle ne sert à rien. Et là, on l'invite aux USA et elle veut supprimer le premier amendement de la Constitution américaine. Le problème des parvenus, c'est qu'ils n'ont aucune limite. Le résultat de son inconscience, un colossal torrent d'insultes. Cocorico, quel beau succès, Bribri! Comme je le rappelais hier, la liberté d'expression ne se limite pas. Il n'y a que les dictateurs qui limitent la liberté d'expression. Et il ne faut pas oublier que la liberté d'expression n'est pas synonyme de n'importe quoi. C'est un bien précieux et c'est la première chose que nous expliquons à nos élèves. La liberté d'expression n'est pas donc de la diffamation ou de la propagande. Alors, il y a une question simple. Pourquoi la liberté d'expression en France n'est pas défendue dans ses fondamentaux? Simple, parce que le pouvoir ne tiendrait pas sinon plus d'une semaine. On va illustrer mon propos avec l'affaire de Maître Gims. Le rappeur, Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, a été placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée. Celui qui a ses entrées à l'Elysée est soupçonné de baigner dans un réseau international qui vise à la fois à échapper à des taxes et à blanchir des fonds provenant d'activités illégales. 5 anciens dealers parisiens seraient également impliqués dans le dossier. Attention, sur la photo, le personnage de gauche, à côté de Maître Gims, n'est pas un des dealers impliqués. Enfin, il semblerait. Plus sérieusement, l'une d'entre vous m'a écrit et m'a interpellé. Macron n'est pas responsable des agissements de Maître Gims, c'est de l'amalgame pour le salir. A-t-on besoin vraiment de salir Emmanuel Macron? Il se débrouille très bien tout seul. Et j'ai envie d'ajouter, cette dame est-elle vraiment sérieuse? Tous les personnages qui rencontrent un président de la République sont fichés, oui, fichés par la DGSI. Et la DGSI sait très bien depuis de très nombreuses années que Maître Gims n'est pas un personnage très recommandable. Je vous renvoie d'ailleurs à tout ce qu'il a pu dire auparavant. Et c'est peut-être ça qui est le plus sale. Macron a besoin de célébrités pour toucher certains publics. Vous devinez lesquels? Oui, il a besoin de ses agents d'influence pour faire augmenter sa cote de popularité. Alors il n'hésite pas à puiser dans la lie des réseaux sociaux. Maître Gims, mais il y a également Nabila. Les amis de Brigitte, un point commun, casier judiciaire bien chargé. Nabila, Mimi Marchand, Magali Berda. Et c'est ainsi qu'après ces déboires judiciaires, Magali Berda s'est approchée du clan Macron, de la mafia Macron. Magali, Brigitte, Nabila, c'est la racaille connexion. Vous comprenez le deal?
Ces célébrités, entre guillemets, ont des déboires judiciaires, une réputation sulfureuse. Brigitte les fréquente. Les Macron espèrent ainsi gagner en popularité auprès de leurs fans, de leur audience, et ces célébrités deviennent intouchables par les journalistes. Maître Gims, je suis conscient d'être un modèle pour les jeunes et j'essaie d'être à la hauteur de cette responsabilité. Les Macronards osent vraiment tout, parce que c'est ce même Maître Gims, qui a une responsabilité auprès de la jeunesse, qui affirme que les pyramides étaient des centrales électriques. Dans une interview au sujet de la géopolitique africaine, le rappeur Maître Gims affirme que l'Égypte avait de l'électricité dès l'époque antique. Ce mythe grossier n'a rien de nouveau et bien sûr, c'est entièrement faux. Voilà ce que les Macron cautionnent pour gagner 0,2% d'avis favorables dans les sondages. Les Macronards, premiers pourvoyeurs en fake news. Et puis évidemment, il y a ça. Le chanteur Gims est soupçonné d'être lié à un réseau international de blanchiment d'argent qui pourrait impliquer des sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et d'autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. Pour vous donner une petite idée de l'échelle de l'escroquerie. L'enquêteur s'intéresse notamment aux investissements du chanteur dans son vaste projet immobilier pour le moins luxueux à Marrakech, un complexe de 118 villas construites autour d'un lagon artificiel de 3000 mètres carrés, projet lancé en grande pompe l'année dernière et dont le chiffre d'affaires potentiel est estimé à 100 millions d'euros. Et oui, fréquenter les Macron, cela doit bien aider, évidemment, pour ce genre d'activité. Et Maître Gims faisait la connexion entre l'industrie du disque et le narcotrafic. Quelque part, ce sont les majors, les maisons de disques, pour certaines cotées en bourse, et qui ont accepté volontiers parfois de verser des millions d'euros à des sociétés dont ils savaient pertinemment qu'elles étaient contrôlées par des narcotrafiquants recherchés par les autres. Sympa quand même, les amis de Brigitte et Manu. Quand on affirme que la Macronie est une mafia, ce n'est pas une exagération. Pensez, Brigitte veut limiter la liberté d'expression, mais essentiellement des honnêtes gens. Pour les racailles, elle leur offre une tribune et même mieux, un pass d'intouchabilité auprès des journalistes. Mais voyons comment ce système est pourri jusqu'au trognon et pervers. Oui, Charles Aloncle est en train de débusquer un très gros lièvre. Chez les mafieux progressistes, c'est la panique. Street Press, Blast, Usul, Ragnar Le Breton, des centaines de milliers d'euros de subventions ont été accordés par le CNC à des médias, chaînes et personnalités d'extrême gauche. Pour rappel, le CNC, c'est le Centre national du cinéma. C'est donc pour, normalement, financer des films. Et nous avons ce genre de choses. Une streameuse très à gauche est membre du jury CNC Talent. Elle explique pourquoi elle privilégie les aides publiques pour son bord politique et ses amis et refuse tous ceux qu'elle considère d'extrême droite. Elle est pas belle la vie sous la Macronie ? Pour recevoir ces fonds, c'est simple, il faut célébrer le vivre ensemble, les migrants et tout le fatras de l'Open Society. Lorsque vous êtes un journaliste de la réinformation, vous n'avez le droit qu'au shadowban. Magnifique aveu de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt dans la gestion des fonds du Centre national du cinéma. Par chance, pour les intéressés, le parquet ne poursuit pas ces infractions quand elles sont commises par des gauchistes. Ce système corrompu est quand même bien rodé, parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, nous dit Jonathan. Une partie de la gauche d'Internet est financée par l'argent public, relayée par l'audiovisuel public et amplifiée par certains médias, pour servir un agenda politique de gauche centriste et appeler au barrage républicain à chaque élection. En bon français, cela s'appelle la corruption. Vous imaginez qu'ils donnent de l'argent, des subventions, des droits à la télévision, autrement dit à la célébrité, à la popularité, si les artistes ou autres journalistes défendent l'idéologie de l'Open Society.
Cela s'appelle également de la prostitution, parce que qui peut, en 2026, défendre sincèrement l'idéologie de l'Open Society? Regardez par exemple le cas d'Indochine, qui critique l'extrême droite. Ah, déjà un premier point, extrême droite, c'est de la diffamation. Gabriel Cluzel. Le chanteur d'Indochine habite une magnifique maison, je reprends leurs mots, à Versailles. Il explique qu'il a choisi cette maison pour offrir un cadre de vie stable à ses enfants tout en conciliant vie professionnelle et familiale. Ah, mais je comprends, c'est ce que nous voulons tous. Voilà. Mais Indochine, donc c'est Che Guevara en mocassin à gland. On peut être un grand bourgeois, être coiffé en pétard pour faire le révolté. Ça n'abuse plus personne. On ne peut pas être plus tartuffe. Ces artistes, entre guillemets, défendent tous le vivre ensemble pour avoir leur passage télé, mais vivent dans des villas, dans des manoirs ultra sécurisés dans les villes bourgeoises. C'est clair, non? Et comme tous ces gauchistes bobos qui votent pour la France insoumise ont tendance à vivre entre eux, comme dans une secte, sans contradiction, eh bien, ce sont désormais les plus radicalisés et qui prennent la parole ou qui sont en poste. Le décalage serait drôle si ce n'était pas dramatique pour les Français qui ne vivent pas, eux, dans des palais sécurisés. Éric Tegner. Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui vient d'être élu, souhaite désormais désarmer la police à Saint-Denis car elle serait raciste et s'en prendrait aux gens des quartiers. Résultat, des dizaines de rixes d'agressions en 3 jours. Derrière cette insécurité, il y a des familles, des victimes. La réalité du terrain va le rattraper. Eh bien, c'est déjà le cas. Un rappel à l'ordre pour le nouveau maire de Saint-Denis qui ne peut pas écarter les agents pour raisons politiques. Le gouvernement dit non au maire de Saint-Denis. Cette ville va vite finir sous tutelle et ce ne sera pas plus mal. Et vous savez pourquoi le gouvernement réagit si vivement? Parce que les fonctionnaires en question sont généralement communistes ou socialistes. Et comment les qualifie-t-il, le maire de la France insoumise? Oui, je sais, c'est hallucinant. Quant à ce maire de Saint-Denis, c'est évidemment un fils d'eux. À la LFI, il pullule, hein. Ercilia Soudé, Emma Dufour, Manon Bru. Si, vérifiez. Lui, c'est un prince. Au micro de Radio Nova, le nouveau maire de la France insoumise de Saint-Denis, Bali Bagayoko, raconte que sa famille est issue de la noblesse malienne et qu'il a l'engagement politique dans le sang. Pas très raccord avec le discours de la LFI, c'est le moins que l'on puisse dire. Et à peine élu, nous avons déjà Saint-Denis, polémique, injustice, mépris des lois et violence. Oui, à Saint-Denis, les racailles ont repris le territoire, X s'attaque au couteau et à la machette. Ça va mal finir, mais la population a fait son choix dimanche soir. Oh, il y avait très peu de votants. Ce policier municipal de Saint-Denis confirme avoir vu des dizaines d'individus connus des services de police défavorablement, des participants de points de stup dimanche soir à l'hôtel de ville. Ils ont célébré la victoire du nouveau maire. Ces mêmes individus se targuaient de voir partir la police municipale dès l'élection donc de Bagayoko. Ça commence à faire beaucoup des liens entretenus entre ce nouveau maire et le narcotrafic. Malgré tout, un point positif, la France insoumise se saborde toute seule par son extrémisme. Voyez le différent entre Sacha Angsty et Eugénie Bastier. Dans quel monde vit Eugénie Bastier? Pense-t-elle que la police va résoudre tous les problèmes avec un taser, un 9 mm et un LBD? Je vis dans un monde, lui répond Eugénie Bastier, où je me suis fait agresser en tant que femme dans une ruelle obscure de Paris par 2 hommes qui n'étaient pas des mâles blancs libidineux de plus de 50 ans. Je vis dans un monde où l'écrasante majorité des policiers font très bien leur travail et aident des milliers de femmes victimes de violences, voire empêchent ces violences d'arriver. Je vis dans le monde réel, moi. Du lourd quand même. Pour illustrer ce qui se passe dans ce monde merveilleux du progressisme, j'ai choisi 3 faits divers dans l'actu de cette semaine, mais qui sont assez emblématiques de ce que nous vivons. Premier fait divers, le niveau numéro 1.
Alors qu'une Marseillaise vante les bienfaits du multiculturalisme dans son quartier, un habitant s'emporte pendant le tournage. Il explique que c'est le ramadan et interdit à un membre de notre équipe de fumer. La vidéo est dans ma description. Juste un point de comparaison. Si nous étions dans un pays d'Asie, où il y en a, où le multiculturalisme est historique, si un homme, quelle que soit sa religion, se comporte avec intolérance vis-à-vis d'une autre religion, ça finit, mais alors vraiment très mal pour lui. Deuxième exemple. À la Roche-sur-Yon, des étudiants d'un établissement catholique ont été visés par des tirs d'armes de type airsoft au cri de fanatiques. Une étudiante a été blessée. Les faits se sont produits vers 22h30 à la sortie d'une représentation théâtrale. Plusieurs individus, à bord d'un véhicule, ont ciblé un groupe de 5 étudiants en tirant à plusieurs reprises. Selon des sources policières, les agresseurs auraient crié donc des slogans fanatiques avant de prendre la fuite. 2 étudiantes ont porté plainte. Une enquête a été ouverte. Aucune interpellation à ce stade. Enfin, la phase 3 du progressisme et du vivre ensemble. Nouvelle méthode dans l'asile de fous occidental. Pour régler les problèmes psychologiques consécutifs à des agressions sexuelles, on propose, la fin de vie. Rassurez-vous, pas celle des agresseurs, non, celle de leurs victimes. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Pour en arriver à ce stade d'abomination, c'est qu'il s'est mis en place, au préalable, un immense système de conditionnement des masses pendant moins de 30 ans, le vivre ensemble, de censure pour empêcher toute critique et surtout de corruption. Tenez, voyez un peu cette corruption. Parmi les personnes qui ont bénéficié et qui ont eu à travailler dans cette affaire, correspond à des donateurs ou à des organisateurs de soirées de dons de la campagne d'Emmanuel Macron. Là, ça commence à être embêtant. Voilà. Ce qu'a montré Olivier Marleix, et c'était l'objet de son signalement, c'est qu'il existait une correspondance entre tout l'écosystème financier des fusions-acquisitions et Bercy, quelques hauts fonctionnaires, certains actionnaires, des avocats. Et parmi ceux qui ont touché donc 500 à 600 millions d'euros de prestations de conseil autour de la vente d'Alstom, on retrouve les donateurs ou organisateurs de la grande soirée de levée de fonds de la campagne d'Emmanuel Macron. Romain Marleix reprend donc l'enquête de son frère Olivier. Oui, vous savez, le député LR, Olivier Marleix, qui dénonçait donc la corruption de la campagne d'Emmanuel Macron et qu'on a retrouvé pendu, mais les pieds touchaient le sol. Et l'enquête justement sur cette corruption, ce pacte de corruption pendant la campagne électorale, cela fait des années qu'on attend les résultats. Exclusif, affaire Alstom, la procédure judiciaire pour prise illégale d'intérêt qui vise un ex-conseiller de Macron à Bercy est au point mort. 2 clés USB contenant ces mails n'ont pas été exploitées par la justice depuis 2022. C'est exactement la même situation que pour l'affaire Epstein. Et oui, la justice a toutes les pièces, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui la bloque. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Toujours sur Toxin, Régis de Castelnau. L'affaire Alstom est très dangereuse pour Emmanuel Macron parce qu'elle est antérieure, largement antérieure à son élection. S'il y avait une alternance et une demande de reddition des comptes pour Emmanuel Macron, clairement l'affaire Alstom est un danger considérable pour lui. Forcément, il perdrait son immunité présidentielle. Une seule solution pour préserver ce système mafieux, la colossale censure, le DSA ou même le chat de contrôle. Alerte info, bonne nouvelle concernant le projet chat de contrôle de l'Union européenne. Martin Sonneborn, un député européen allemand, a affirmé que son vote unique avait été décisif contre la proposition controversée de l'Union européenne concernant le contrôle des conversations en ligne. Il semblerait que mon vote ait été décisif sur l'amendement crucial contre le contrôle des conversations. Le voyage à Bruxelles en valait la peine. L'amendement a été adopté à une voix près, 307 contre 306. Cette proposition aurait obligé les applications de messagerie à analyser les messages privés, brisant ainsi le chiffrement de bout en bout et permettant une surveillance de masse. La liberté d'expression aux orties, le respect de la vie privée au feu.
Elle n'est pas belle, la Macronie? Remarquez que les macronards ont de drôles de complices. Bardella. Bonjour Valérie, c'est Jordan. On vote ensemble pour chat de contrôle, comme on a dit? Bien sûr Jordan, on flique tout le monde, mais n'oublie pas de dire que c'est pour les enfants. La loi n'est pas passée, un grand ouf, oui, mais honte à tous ces eurodéputés socialistes Renaissance et Rassemblement National qui ont voté ensemble contre cet amendement, qui ont donc voté pour une technique type chat de contrôle ultra-liberticide. C'est un peu de temps gagné, mais chat de contrôle n'est pas encore mort et enterré. Il faut donc se battre pour le Frexit. Quand on a des politiques aussi corrompus, il faut s'attendre au pire. On a déjà une belle expérience avec le poudré, mais on n'a peut-être pas tout vu et tout supporté. La guerre, par exemple. Oui, une guerre qui serait menée en douce. Parce que Macron peut-il refuser quelque chose à Donald Trump? Déjà qu'il ne lui refuse pas nos pépites technologiques. Et il y a cette chose assez mystérieuse, Bribri, qui se rend comme ça à Washington. Comme s'il y avait eu une alliance, un pacte entre Macron et Donald Trump. Voyez ces éléments sur la guerre en Iran. D'abord, le 20 mars, Emmanuel Macron. La France ne participera jamais à une opération pour ouvrir le détroit d'Ormuz dans ce contexte. Un mot étrange, ce contexte, et on apprend par Reuters, la France dit avoir approché 35 pays au sujet de la future mission Ormuz. Pas participer au conflit, paraît-il, mais l'activité en coulisses souligne l'inquiétude que, après les combats, l'Iran pourrait continuer à menacer la voie navigable qui transporte environ 1/5 des approvisionnements mondiaux en pétrole. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ormuz est contrôlé par l'Iran. La coalition ne peut pas débloquer le détroit d'Ormuz sans la force. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron utilise la technique des petits pas pour nous faire entrer gentiment dans le conflit. Et oui, on forme une coalition de bateaux militaires, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pour devenir les supplétifs des Américains comme en Irak. Et en plus, on finance déjà l'effort de guerre américain en Iran. Voyez cela? Le Pentagone envisage de rediriger vers le Moyen-Orient une partie de l'aide militaire destinée à l'Ukraine, sur la liste potentielle des missiles intercepteurs de défense aérienne commandés et payés par les Européens dans le cadre du programme PURL. Si nos députés n'étaient pas des chiffres molles, ils interpelleraient le président de la République. Les États-Unis vont utiliser pour la guerre au Moyen-Orient les armes que les pays européens leur avaient achetées pour armer l'Ukraine, normalement. Et voilà, bravo l'Union européenne, mais quelle bêtise, que d'argent jeté par les fenêtres, tout cela est évident depuis le départ. En plus, ça va alimenter une guerre épouvantable. Arrêtons cette folie, arrêtons ces programmes scandaleux. Plus 1 euro pour l'Ukraine, plus une arme, rien. Et comme toujours, toutes ces décisions ne sont pas démocratiques. Dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Oui, la vérité est cachée sous les épines de la propagande. Comment procéder pour arriver au cœur, justement, de l'information? Tenez, un oursin, pour bien comprendre. La première chose, c'est d'abord d'écouter la propagande et essayer de déceler certaines choses. Dieu Tout-Puissant, déverse ta colère. Ceux qui ne méritent pas ta miséricorde. Discours d'Ayatollah? Non, discours du secrétaire d'État à la Défense des États-Unis. Un discours aussi excessif cache bien évidemment des choses. C'est une loi. L'outrance verbale exprime généralement une inquiétude, la défaite ou le malaise. Et on a bien remarqué que, depuis une semaine, l'outrance verbale avait gagné en intensité. Deuxième écueil, les relais trumpistes comme Frédéric Ancel. L'Iran se dirige vers une défaite non seulement militaire, mais aussi politique. L'Iran a, sans grande surprise, rejeté le plan de paix en 15 points proposé par Trump. Pour le point, le géopolitique Frédéric Ancel analyse les enjeux et conséquences de ce refus. Je reprendrai ce monsieur Ancel dans ma rubrique Fantaisie. Et déjà, on peut dire que ce Frédéric Ancel s'est trompé à peu près, surtout depuis 25 ans, avec une constance qui force l'admiration. C'est un perroquet atlantiste. Encore une épine à éviter.
Le service après-vente, donc atlantiste. Ensuite, il y a la colossale propagande. Jill Evans, c'est un peu décevant. L'Iran allait utiliser des ceintures d'explosifs nucléaires pour tuer des dizaines de milliers de personnes. C'est pourquoi ils ont dû attaquer. Ces gens-là n'ont toujours pas compris que nous ne gobons plus un mot de leur propagande complètement bidon. Ça, c'est le remake de La Fiole de Colin Powell, où il y a ce type de déclaration. L'Iran supplie littéralement le président Trump pour un accord et pour que la guerre cesse. Dès le départ, le président Trump et le département de la guerre ont estimé que cette mission prendrait 4 à 5 semaines. Ce genre de déclaration décrédibilise la Maison-Blanche, on dirait presque du Gorafi. Oui, parce que le président Trump a déclaré que l'Iran souhaitait ardemment conclure un accord pour mettre fin à près de 4 semaines de combat, contredisant ainsi le ministre iranien des Affaires étrangères qui affirmait que son pays examinait une proposition américaine mais n'avait aucune intention d'entamer des négociations pour mettre fin au conflit. Quand on croise les sources, on s'aperçoit que ce que dit la Maison-Blanche est très éloigné de la réalité. Ensuite, il y a les projets qui sont présentés à la télévision. Selon le Wall Street Journal, le Pentagone envisage l'envoi de jusqu'à 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient avec une composante lourde incluant l'infanterie et véhicules blindés. Une évolution notable, on ne parle plus seulement de projections rapides, comme avec la 82e Airborne Division, mais d'un dispositif plus structuré, capable d'opérations terrestres et de tenir le terrain. Et selon Axios, Washington prépare désormais un coup final, presque fatal, contre l'Iran. Options sur la table, opérations terrestres, bombardements massifs, voire prise d'une deal stratégique comme CARD. Peut-on croire ce genre de choses ? Doit-on croire ce scénario, même si c'est de la folie furieuse ? Oui, car ils sont prêts à tout et un peu perdus. Après la propagande trumpiste, il y a ce qu'on appelle les signes neutres. Par exemple, le prix du baril de Brent. Oui, c'est un indice de crédibilité de Trump. Plus le baril monte, plus Trump passe pour un menteur. Et là, on n'est plus à 107, là je regarde mon écran, on est à 109. Les marchés ne font plus confiance dans la propagande de Washington. Ensuite, vous avez les anciens alliés des Américains. Les risques liés à la guerre en Iran, selon Christine Lagarde, sont sous-estimés. Les attentes d'un retour rapide à la normale peuvent être trop optimistes. Nous sommes face à un véritable choc, probablement au-delà de ce que nous pouvons imaginer actuellement. Ce n'est pas l'opinion de Christine Lagarde, non, ce sont les instances internationales qui sont en train de sonner le tocsin « Stop, halte au feu ». Vous avez le même son de cloche, par exemple, chez le PDG de Shell. Le détroit d'Ormuz est quasiment paralysé, les navires sont à l'arrêt. Ras Laffan, la principale source de GNL d'Europe, vient d'être touchée. Le détournement saoudien via Yanbu ne remplace que moins de la moitié du volume perdu. L'Irak ferme des champs, un autre fournisseur disparaît discrètement. Le plan fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que la route soit sabotée. Wael Sawan ne spécule pas. Il constate que des cargaisons n'arrivent pas et que des terminaux ne sont pas opérationnels. On va donc vers la catastrophe. Après l'Asie et l'Australie, l'Europe va donc manquer de pétrole. Et il y a ce genre de nouvelles données par le New York Times, c'est-à-dire la presse américaine. La plupart des 13 bases utilisées par les troupes américaines au Moyen-Orient sont aujourd'hui inhabitables. Entre redéploiement en Europe et vie à l'hôtel, des milliers de militaires américains servent désormais à distance dans ce théâtre d'opération. Puisque le New York Times le dit, nous avons donc le droit de vous confirmer ce que vous saviez déjà. Les bases militaires américaines dans le Golfe ont été détruites par l'Iran. Merci au grand New York Times. Que ferions-nous sans ce monument de la pensée officielle ? Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que normalement le New York Times c'est un peu les épines, cela vous empêche de voir la réalité. Ils sont obligés de concéder que l'armée américaine est dans une situation très compliquée, comme l'armée israélienne. Une réunion de crise a eu lieu hier entre Netanyahou et le chef d'état-major israélien qui aurait déclaré, d'après la presse israélienne, à ce rythme, l'armée va s'effondrer d'elle-même. Je vous mets en garde et je lève 10 drapeaux rouges.
Et l'ancien responsable du contre-espionnage américain va même plus loin. L'Iran tend un piège mortel aux troupes terrestres américaines dans le détroit d'Ormuz et il souhaite que les États-Unis tombent dedans. Joe Kent, ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, avertit « Si j'étais l'Iran, le plus grand cadeau serait que les Marines ou les parachutistes américains s'emparent d'une île du détroit, peu importe laquelle, je les laisserai débarquer, car une fois sur place, je pourrais les prendre en otage à l'aide de mines, de missiles balistiques et de drones. Ce serait un désastre stratégique. La stratégie iranienne est claire, gagner en ne perdant pas. Laisser les forces américaines débarquer, les affaiblir lentement en vie humaine et en ressources, puis attendre que la volonté politique américaine s'effondre, comme lors des précédents bourbiers du Moyen-Orient. Joe Kent exhorte Trump « J'espère que le président Trump est assez intelligent pour ne pas tomber dans ce piège. Il est désormais crucial de faire pression sur le Congrès pour éviter une nouvelle catastrophe. » Comment l'Iran pourrait transformer un débarquement américain en cauchemar stratégique. C'est ce qui fait dire à certains think tanks que l'Iran a peut-être déjà gagné la guerre. Il est temps de passer à la rubrique Fantasy avec notre Frédéric Ancel. France Inter Presse, ce mercredi, dans la grande matinale de France Inter, Frédéric Ancel, l'Atlantiste. Regardez ce qu'écrit Georges Malbruno. On aime beaucoup Frédéric Ancel, mais en 30 ans de couverture sur l'Iran, je ne l'ai jamais vu à Téhéran. Cela s'appelle un anticlimax. Oui, vous dites d'abord quelque chose de positif pour bim, la vacherie. Exemple typique dans la presse, il est charmeur, beau gosse, persuasif, bref, le parfait escroc politique. Puisqu'on parle d'escroc politique, Jack Lang, selon le Canard enchaîné, je vous en ai parlé hier, Jack, fraîchement démissionnaire de l'Institut du monde arabe à la suite des révélations des dossiers Epstein, a fait un scandale parce qu'il a été contraint d'attendre comme tous les clients du cinéma MK2 Bastille. On lui a dit « mais faites la queue comme tout le monde ». Mais je ne suis pas tout le monde. Et oui, après tout ce que j'ai fait pour la culture. Comme quoi, avoir de multiples casseroles aux fesses, cela donne des privilèges en Macronie. Une de ces deux inventions est européenne, je vous laisse deviner laquelle. Flash, Pédiavenir, site parodique. Pour lutter contre la hausse des prix du carburant, le gouvernement envisage de supprimer les stations essence. Méfions-nous, ils en sont capables. Jeux Olympiques, les athlètes transgenres ne seront plus acceptés. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Et oui, le comité international olympique CIO interdit les femmes transgenres de participer à toutes les épreuves féminines olympiques. Tu m'étonnes, John. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire une page Russie, mais je n'ai plus le temps. Ça sera donc pour la prochaine fois. À bientôt, au revoir.